Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 12 novembre 2025 et notre cher ami, notre frère Matthew O est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Salut Nima, content de te voir. Matt, laisse-moi commencer par ce qui se passe au Venezuela. Nous allons parler de l'Ukraine, mais avant cela, parlons du Venezuela. CNN a rapporté hier que le Venezuela avait annoncé une mobilisation massive de ses forces armées, alors que le plus grand navire de guerre des États-Unis entrait dans la région. Avant de commencer, tu as mentionné la situation de la guerre en Irak et ce qui se passe au Moyen-Orient et en Asie de l'Ouest. Nous avons vu quelque chose de similaire en Libye. Quelle est ton opinion sur l'Amérique latine et sur l'impact qu'une guerre, quelle qu'elle soit, entre les États-Unis et le Venezuela pourrait avoir sur la région? Oui, ça va être métastatique, n'est-ce pas? Ce sera malin. Cela va provoquer au mieux de l'instabilité, sinon une guerre ouverte. On peut regarder n'importe quel exemple, et si quelqu'un peut en trouver un où ça ne s'est pas produit, qu'il le mette dans les commentaires, vous voyez. Mais je n'en vois aucun. Le Vietnam, l'effet que cela a eu en Asie du Sud-Est, en particulier au Cambodge et au Laos, l'Irak, en ce qui concerne l'effet sur la Syrie, l'Afghanistan, l'effet sur le Pakistan, ainsi que le chaos général sur Provion. Vous venez de mentionner la Libye. Ce que nous voyons en ce moment en Afrique subsaharienne est une conséquence directe de la guerre de l'OTAN en Libye en 2011. Regardez ce qui se passe, par exemple, au Mali ou au Nigeria, avec les groupes armés là-bas. La manière dont, au Mali, ils parviennent à bloquer la capitale pour l'empêcher de recevoir du carburant. Je veux dire, une décennie plus tard, les conséquences de la Libye continuent de se faire sentir, de se propager et d'avoir cet effet malin, métastatique. On pourrait donc voir la même chose se produire en Amérique du Sud. Je veux dire, ils l'ont déjà dit, n'est-ce pas? Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, héritière présumée de Maduro, si les États-Unis parviennent à le chasser du pouvoir, elle a dit, après nous avoir libérés ici au Venezuela, vous allez libérer le Nicaragua. Vous allez libérer Cuba. Vous savez, les projets des Américains visant à consolider leur pouvoir dans l'hémisphère occidental, alors que les États-Unis, sous cette administration, acceptent le monde multipolaire d'une manière que l'administration Biden n'aurait jamais envisagée. Mais cette administration reste un empire. Elle demeure impériale, mais elle comprend les dynamiques changeantes du monde et tente de remodeler, de réinventer ou de réimaginer l'empire américain pour en tirer parti, afin de rester l'empire prééminent ou dominant. Eh bien, ils doivent consolider ce qui leur appartient, c'est-à-dire l'hémisphère occidental. On peut donc imaginer les manœuvres qui seraient mises en œuvre une fois la campagne du Venezuela arrivée à un certain stade. Très bien, maintenant il faut changer de cap. Nous avons déjà vu cela en Irak. Je veux dire, ma première année en Irak, au printemps 2004, quand je faisais partie de la Coalition Provisional Authority, l'équipe de Jerry Bremer, l'administration coloniale de l'Irak dirigée par le département américain de la Défense. Je suis arrivé là-bas en avril 2004. Était-ce en mai? Peu importe. Donc, un peu plus d'un an après l'invasion, il y avait encore, au siège de la CPA, des responsables américains de haut niveau qui disaient des choses comme « La grande décision, c'est encore de savoir si on va à droite ou à gauche ». Ce qui voulait dire qu'au printemps 2004, il y avait encore des personnes clés, des gens proches, des hauts responsables, qui disaient des choses comme « Est-ce qu'on va aller en Iran ensuite ou est-ce qu'on va aller en Syrie ensuite ?» Et c'est exactement ce que nous observons ici avec le Venezuela. Machado l'a déjà dit, comme je l'ai mentionné, mais cette idée de ce qui vient après le Venezuela, l'autre aspect de cela, c'est, tu sais, comme nous en parlions plus tôt, Nima, quel effet cela aurait-il pour encourager ou renforcer d'autres mouvements à travers l'Amérique latine
qui favorisent une alliance avec les États-Unis ou qui considèrent le fait d'être un vassal de l'Amérique ou de s'aligner sur elle comme une voie vers leur propre pouvoir. C'est probablement la meilleure façon de le décrire. Tu sais, cette idée que, par exemple, là où tu es au Brésil, il y a déjà eu un coup d'État. Vous avez déjà eu ces problèmes avec des groupes d'extrême droite là-bas, avec des attaques contre votre démocratie. On peut très bien imaginer des groupes dans toute l'Amérique latine dire, vous savez quoi, si le Venezuela en est arrivé là, si les Américains ont réussi à évincer Maduro du pouvoir, c'est parce que l'opposition était si fervente, parce qu'elle a fait du bruit. N'est-ce pas? Donc l'idée, c'est que les Américains ne vont pas prendre de risques là-dessus. Ils ne vont pas s'y risquer, ou ils ne vont pas nous juger dignes de leur soutien, à moins que nous ne démontrions que nous le méritons. Donc, il y a cette possibilité, alors que si la guerre ou les opérations de changement de régime au Venezuela, ou quoi qu'ils décident de faire, se concrétisent, d'autres groupes à travers l'Amérique latine se diront « Voilà la voie pour accéder au pouvoir. Nous devons démontrer aux Américains que nous sommes assez forts, ingénieux, ou que nous disposons des ressources et des capacités nécessaires pour mériter leur investissement afin de nous aider à renverser celui ou celle qui est au pouvoir dans n'importe quel pays où nous nous trouvons. » Oui, cette idée selon laquelle cela pourrait accroître l'instabilité est confirmée par l'expérience historique. Elle est illustrée par les propos même tenus, à la fois par ceux d'Amérique latine et par ceux des États-Unis, ainsi que par les aspects rationnels de la situation. Oui, il est logique que cela encourage ou renforce d'autres groupes à travers l'Amérique latine à tenter d'obtenir le soutien des États-Unis pour prendre le pouvoir eux-mêmes. À ce moment précis, Matt, vois-tu une différence entre l'establishment et Donald Trump lui-même, ainsi que son administration? Tu sais, tu te souviens quand Donald Trump était candidat à la présidence et qu'il débattait à propos de la guerre. Tu as mentionné la guerre en Irak. Il disait « J'étais contre la guerre en Irak ». C'était totalement faux. Mais il fait la même chose. Il n'est pas si différent. Fait-il maintenant partie de l'establishment? Il l'est. Il fait partie de la classe dirigeante, c'est certain. Il en vient simplement d'un autre secteur. Le cercle qui dirige Washington, D.C. depuis plusieurs décennies le considère comme un outsider. Même après un mandat présidentiel, il le voyait encore ainsi. Mais vous savez, tout cela tient aussi au fait qu'il a pris le contrôle du Parti républicain. Il est entré dans le parti lors de sa campagne présidentielle de 2015. Les gens se souviennent qu'il s'était déjà présenté auparavant, sans aller bien loin, en 2011, pour l'élection de 2012. Mais en 2015, il arrive, il bat 15 autres prétendants républicains à la présidence. Et le Parti républicain le combat. Et nous voilà environ 8 ans plus tard, et il contrôle le Parti républicain. Il a fait du Parti républicain le sien. Ainsi, il existe une partie mécontente de la base conservatrice aux États-Unis, l'establishment conservateur, l'élite conservatrice, qui se perçoit comme dépossédée. Cela s'exprime à travers les Never Trumpers et d'autres mouvements similaires. Nous savons que la plupart des Never Trumpers provenaient de ceux qui faisaient partie du vaste appareil de sécurité et de politique étrangère et qui se sentaient écartés. Lors de sa première administration, Trump a écarté du pouvoir ceux qui avaient le plus profité du statu quo de la machine de sécurité nationale américaine, du statu quo de l'empreinte impériale des États-Unis. C'est de là que viennent bon nombre des premiers Never Trumpers. Mais à présent, Trump a fait du Parti républicain le sien. Ainsi, beaucoup de ceux qui ne sont plus aux commandes ou qui ne font plus partie
ou ne bénéficient plus des largesses de l'élite républicaine établie sont opposés à Trump. Maintenant, ils font tous partie de la classe dirigeante, n'est-ce pas? Ils font tous partie de Trump, de l'élite, ou de l'establishment, ou peu importe comment on veut l'appeler. Je veux dire, revenons à la personne qui a probablement le plus influencé ma réflexion à ce sujet. C. Wright Mills, un sociologue et politologue des années 1950, qui a écrit The Power Elite. J'encourage les gens à lire ce livre. Je crois qu'il l'a écrit en 1956 ou 1957, et si vous le lisez, vous comprendrez bien comment les États-Unis fonctionnent aujourd'hui, comment ils opèrent, pourquoi certaines décisions sont prises, et comment on peut comprendre la classe dirigeante comme étant traversée de divisions internes, tout en restant unis, remets, bras dessus, bras dessous, sur les questions les plus importantes pour elle. Donc, vous savez, Donald Trump a bien une certaine distance avec l'establishment républicain, tel que je l'ai connu pendant la majeure partie de ma vie, et tel qu'il l'a compris pendant la majeure partie de la sienne. Mais il fait toujours partie de la classe dirigeante, et doit encore... Eh bien, vous savez, on peut citer George Carlin ici et dire que c'est un grand club, et que vous en faites pas partie. Donc pour moi, pour vous, pour toutes les personnes qui regardent ceci en ce moment, nous ne faisons pas partie de cette classe dirigeante. Et même s'il existe des divisions en son sein, nous devons la comprendre comme une classe dirigeante avec ses propres clans, ses propres hiérarchies internes et tout le reste, mais qui reste distincte et différente du reste d'entre nous. Je trouve que tu l'as exprimé avec beaucoup de prudence et de précision. Et Matt, permettez-moi de changer de sujet pour parler du conflit en Ukraine. Car comme nous le savons, la Russie progresse et les récoltes s'effondrent. Qu'est-ce que Donald Trump pourrait apporter de plus à la table en ce qui concerne l'Ukraine, qui pourrait d'une manière ou d'une autre changer la donne? Que peuvent faire d'autres les Européens en Ukraine pour modifier la réalité de ce qui s'y passe? Parce qu'au fil du temps, on voit l'Ukraine se rétrécir. Elle ne va pas s'étendre, elle va se réduire de plus en plus. Quelle est votre compréhension de la situation sur le champ de bataille en Ukraine? Vous savez, non seulement à Prokofiev, mais aussi à Kupiansk et dans d'autres zones de la ligne de front, les Russes poursuivent leur avancée. Il y a cette incrédulité ou ce déni constant de la part de l'Occident. Cela inclut l'Ukraine, l'Europe, les Américains, les soutiens de cette guerre, qui continuent d'affirmer que la Russie n'avance pas. Oh non, Prokofiev ne tombera pas, les Russes n'ont pas. Et puis, tout à coup, la ville est encerclée, n'est-ce pas? Les Russes sont en plein dedans. Et oui, cela a pris 18 mois ou peu importe combien de temps. Mais il faut comprendre que les objectifs russes dans cette guerre ne sont pas fondés sur le terrain. Ils sont orientés vers des buts, des objectifs. Et ces objectifs ne concernent pas le territoire. C'est une destruction de l'armée ukrainienne. C'est une destruction de la capacité industrielle de l'Occident. Enfin, pas de la capacité industrielle elle-même, mais la destruction continue de tout ce que l'Occident produit. Je pense que c'est une tentative de faire comprendre à l'Occident que tout cela est vain. Vous savez, nous avons eu Mark Rutte, le chef de l'OTAN, qui a déclaré l'autre jour que l'OTAN produit désormais plus de munitions que la Russie. Je n'ai vu aucun détail, aucune preuve. Peut-être qu'ils produisent plus de cartouches de fusils de calibre 5 et U-56, quelque chose que les Russes eux-mêmes ne produisent pas. C'est une statistique qui est techniquement vraie, mais vous savez, pas vraiment vraie. Mais, vous savez, l'échec de l'Occident ici réside dans son refus d'accepter la réalité, le désir de rester prisonnier de ce récit, celui de la bonne guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Une histoire du bien contre le mal, de la démocratie contre l'autoritarisme. Vous savez, c'est le même thème sur lequel Joe Biden fait campagne. Rappelons-nous qu'il y a maintenant plus de 2 ans, en septembre 2023,
l'administration Biden a lancé sa première publicité de campagne pour sa réélection. Et quelle était cette publicité? C'était Joe Biden se rendant en Ukraine. C'était Joe Biden en président en temps de guerre. Il faut se souvenir que le Parti démocrate, avec la Russie comme épouvantail, a utilisé la construction Donald Trump égale Vladimir Poutine. Les républicains assimilent la Russie à l'une de leurs principales sources d'identité, à la fois ce que nous sommes et ce que les républicains sont, et ce, depuis plus d'une décennie. C'est très difficile d'y renoncer. Il est très difficile de faire volte-face et de dire « Bon, vous savez, ce n'est plus vrai ». Et je sais que les démocrates ne sont plus au pouvoir, mais la même construction, le même récit ont été utilisés dans toute l'Europe, en particulier en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France. Il est très difficile pour ces dirigeants politiques de se retourner et de dire « Eh bien oui, non, nous n'étions pas très sérieux à ce sujet. Nous allons maintenant faire la paix avec les Russes. » Ils ne le peuvent tout simplement pas. Ils ne le peuvent pas. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est la seule chose à laquelle ils s'accrochent. Tout le reste est tellement terrible pour eux. Que ce soit le logement, l'économie, les soins de santé, l'immigration, peu importe. Il y a bien sûr l'Ukraine, qui vacille, non seulement sur les lignes de front, mais aussi sur le plan économique. Les choses ne cessent d'empirer et il ne semble exister aucun plan pour combler ce déficit budgétaire de 70 milliards de dollars afin de maintenir le gouvernement en fonctionnement. Les États-Unis ont déjà fourni plus de 50 milliards de dollars pour maintenir l'économie à flot et cette administration Trump ne va probablement pas le faire. Les Européens n'ont pas non plus trouvé de moyen de compenser cela. Et puis, il y a toute la dimension politique. Je lisais juste, avant de venir te parler, cet énorme scandale de corruption en Ukraine, où le ministre de la Justice et le ministre de l'Énergie ont été évincés parce qu'ils recevaient des pots de vin et des commissions illégales. Et quiconque a suivi la situation en Ukraine ces 3 dernières années sait que le pays entre maintenant dans son 4e hiver, où l'énergie est un enjeu majeur pour le peuple ukrainien. Les gens grelottent la nuit parce que les Russes ont bombardé le secteur énergétique. Et maintenant, il y a ça en plus. Les Russes ciblent les infrastructures énergétiques depuis des années, rendant la vie misérable et difficile pour la population. Et ceux qui sont au sommet, les responsables du secteur énergétique, les ministres du gouvernement, se sont engraissés et enrichis grâce à la corruption qui y est liée. On ne peut que regarder tout cela et se dire « Quel désastre !» Et donc, pour en venir à votre point, enfin bien sûr, sur ce que Donald Trump peut faire. Eh bien, une chose qu'il pourrait faire, c'est appeler Vladimir Poutine et lui dire « Eh, tu sais Vlad, cette proposition que tu as faite pour prolonger le traité New Start, faisons-le. » Si les gens ne le savent pas, il y a plus d'un mois, les Russes ont déclaré « Nous aimerions prolonger le traité New Start », qui est le dernier grand traité de contrôle des armements encore en vigueur. C'est celui qui fixe les plafonds du nombre d'armes nucléaires déployées par chaque pays. Très important. Et il y a plus d'un mois, les Russes ont dit qu'ils souhaitaient le prolonger d'1 an, afin de laisser le temps de négocier un traité supplémentaire, ou renouvelé, ou autre. Au début, Donald Trump a dit « Ça a l'air très bien ». Et depuis, nous n'avons entendu, au fil des semaines, aucune réponse à la proposition russe. Donc la première chose que Donald Trump pourrait faire serait au moins de lancer ce processus de négociation de haut niveau, une grande stratégie, vous savez, des discussions à un niveau stratégique élevé que les Russes souhaitent. Quand on revient à ce qu'est réellement cette guerre en Ukraine, tout ramène à leur défense, à leurs intérêts de sécurité nationale. Cela renvoie à cette idée de missiles américains en Roumanie et en Pologne, n'est-ce pas? Les mêmes questions auxquelles Khrouchtchev et Kennedy étaient confrontés. C'est de cela qu'il s'agit. C'est la première chose que Trump peut faire.
Et s'ils faisaient cela, s'ils commençaient ce processus visant à aborder les questions de sécurité nationale des Russes, leurs véritables préoccupations, leurs griefs légitimes, je pense que cela établirait un certain degré de confiance, une relation de travail, à partir de laquelle d'autres questions pourraient ensuite être traitées. Mais malheureusement, je ne vois pas cela se produire. Je veux dire, vous savez, je vois cette conviction que nous pouvons simplement continuer la guerre en Ukraine. Finalement, les Ukrainiens vont commencer à enrôler leurs jeunes de 18, 19 et 20 ans. Cela nous donnera une demi-génération supplémentaire de jeunes hommes à jeter dans ce brasier de la guerre pour la maintenir en marche. Et Ruta dit que nous produisons plus de munitions que les Russes. Vous voyez, il a juste fallu un peu de temps, plus longtemps que nous l'aurions souhaité, mais maintenant, nos usines et nos ateliers tournent à plein régime. Et cela va simplement faire de nous un arsenal de la démocratie ici en Europe de l'Ouest, etc., etc., etc. Nous devons trouver comment donner aux Ukrainiens l'argent dont ils ont besoin pour empêcher leur gouvernement et leur économie de s'effondrer comme le château de cartes qu'ils sont. Donc, nous devons simplement trouver comment voler correctement cet argent aux avoirs étrangers russes. Enfin, je veux dire, aux avoirs gelés, excusez-moi, n'est-ce pas? Je veux dire, on peut voir la folie, la démence qui règne ici. Et malheureusement, je ne vois aucune issue à cela. La seule victoire possible pour l'Ukraine, à mon avis, est de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, Matt. D'habitude, on parle des ressources, des minerais et de toutes ces choses. Mais selon moi, la ressource la plus importante qu'un pays possède, ce sont ses ressources humaines. La guerre consiste essentiellement à détruire ces ressources humaines au passage. Regarde la population de l'Ukraine. Avant la guerre, elle comptait 57 millions d'habitants. Et aujourd'hui, elle en compte 20 millions. La population n'a cessé de diminuer tout au long du conflit. Ceux qui ont émigré vers d'autres pays ne reviendront pas. L'Ukraine ne retrouvera pas la trajectoire qu'elle suivait avant le début du conflit. Je ne comprends pas comment ces gens peuvent prétendre qu'ils aident l'Ukraine en voyant ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont simplement en train de mourir sous nos yeux. Et personne ne semble se soucier de ces jeunes que le gouvernement Zelensky envoie sur le champ de bataille pour y être tués, assassinés sur le champ de bataille. Exactement. Cela me rappelle, et je suis sûr que cela en rappelle d'autres, ce vieux dicton du Vietnam. Il a fallu détruire le village pour le sauver. Nous devons détruire l'Ukraine pour la sauver. Vous savez, la réalité pour les Ukrainiens, c'est qu'il leur manque des millions de personnes pour faire tourner leur économie. Je veux dire, 10 ou 12 millions de réfugiés, à la fois externes et internes, en Ukraine au cours des 3 dernières années et demie. La perte de l'Est de l'Ukraine, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, on parle du déclin de la population. Et puis le vrai danger, Nima, c'est que si l'Ukraine s'effondre, pas seulement militairement, mais aussi politiquement ou économiquement, voire les trois à la fois, combien de réfugiés supplémentaires y aura-t-il, n'est-ce pas? Combien de personnes supplémentaires vont fuir l'Ukraine? Combien de millions de plus iront en Europe de l'Est, centrale ou occidentale, ou en Russie? Parce que la Russie a accueilli, je crois, quelques millions de réfugiés ukrainiens. Le danger alors, c'est que l'Ukraine ne soit pas seulement un État en faillite, mais un État dépeuplé. Et quel avenir cela implique-t-il? Le fait d'être un État en faillite, ayant perdu sa population en âge de travailler, signifie aussi qu'il est peut-être désormais dirigé par des seigneurs de guerre. Car la réalité, c'est que malgré cette guerre, malgré les objectifs des Russes, je pense que sous bien des aspects, cela s'est révélé contre-productif pour eux, puisque le pouvoir politique de la droite s'est accru. En Ukraine, les personnes même que les Russes voulaient éliminer
ou ne pas avoir des nazis au pouvoir sont celles qui ont bénéficié politiquement au cours des dernières années. Toute dissidence, toute opposition à la droite a été écrasée dans toute l'Ukraine. Et cela ne concerne pas seulement la politique. C'est aussi le cas dans les médias, le monde universitaire et les syndicats qui ont été réprimés. Donc, on se retrouve face à cette réalité. D'accord, mais alors qui prend le pouvoir? Si Zelensky disparaît, qui va le remplacer? Il est probable que ce soit quelqu'un issu de cette extrême droite, quelqu'un qu'ils décrivent comme un nazi, n'est-ce pas? C'est probablement ce type de personne qui prendra le pouvoir dans un pays dépeuplé, ravagé par la guerre et, vous savez, en faillite. Mais le pays est inondé d'armes et d'hommes qui rentrent chez eux après une guerre perdue. Quiconque écoute cela en ce moment et se réjouit à l'idée que l'Ukraine soit vaincue, que l'Ukraine s'effondre, demande en réalité quelque chose qui serait un scénario cauchemardesque, un véritable cauchemar, une bombe fasciste explosant en Ukraine, en somme. Si vous pensez que le gouvernement ukrainien est mauvais aujourd'hui, à quoi croyez-vous qu'il ressemblera lorsque le pays s'effondrera, lorsque l'extrême droite prendra pleinement le pouvoir, lorsque le pays ne sera plus qu'une relique abandonnée, peuplée d'hommes armés et en colère qui ont perdu la guerre? N'est-ce pas? C'est pour cela que j'ai déjà dit, et je le répète, que l'invasion russe a été une erreur stratégique. Voici ce qu'ils vont en tirer. Ils vont avoir ça juste devant eux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je comprends l'idée d'obtenir la neutralité, et je comprends aussi l'idée de l'encerclement par l'OTAN. Je suis tout à fait d'accord avec tout cela. Je comprends. C'est juste que selon moi, voici ce qui va se produire à la place. Donc, plutôt qu'une Ukraine neutre, plutôt qu'un retrait des forces de l'OTAN ou des systèmes de missiles américains, plutôt que de repousser l'encerclement de la Russie, vous allez obtenir quelque chose de sauvage, chaotique, instable et imprévisible. Vous allez avoir un Afghanistan ou une Syrie à votre frontière, plutôt qu'un pays membre de l'OTAN. Les deux sont mauvais, oui. Ce que nous avons appris aujourd'hui de la députée européenne Sandra Gomez-Lopez, c'est ce qu'elle a dit à propos des difficultés que les Européens ressentent face à la situation financière, l'économie de l'Europe. Voici ce qu'elle a déclaré, Matt. Les familles sont confrontées à une situation très complexe. La crise climatique, une crise dans le secteur du logement, l'augmentation des inégalités, le manque de compétitivité et une guerre. Et nous sommes censés répondre avec fermeté en nous concentrant sur les individus. Mais la proposition du Conseil est une proposition de coupe budgétaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent, pas assez de ressources. Et c'est un signe clair que si, en 2026, nous n'arrivons pas à boucler les fins de mois, nous ne pourrons certainement pas maintenir le même cadre financier jusqu'en 2034. C'est scandaleux. Nous devons être plus ambitieux et soutenir l'augmentation du cadre financier. Alors, vous voulez que l'Europe, dans la situation actuelle, vous voulez qu'elle aide. Donald Trump se vante que l'Europe achète des armes pour les envoyer directement en Ukraine. Mais que se passe-t-il pour l'Europe? Tu sais, il y a environ un mois, Nima, tu as montré cet extrait d'Ursula von der Leyen, la présidente de l'UE, lors de cette conférence de presse, après qu'ils aient eu une réunion ou une conférence, peu importe. Et elle dit que les deux priorités de l'UE vont être de renforcer nos armées et de gagner la guerre en Ukraine. Tu écoutes ce dernier extrait et tu vois tous les problèmes à travers l'Europe. Et pourtant, la priorité de l'UE, c'est de construire des armées et de gagner cette guerre en Ukraine. Une guerre qui ne peut pas être gagnée. On voit bien cette crise en Europe s'aggraver. Et c'est pour cela que Reform atteint 30% dans les sondages au Royaume-Uni.
C'est pour cela que l'AfD se porte si bien en Allemagne. Les politiciens, les partis en Europe sont, vous savez, nous en parlions plus tôt, tellement attachés à leur propre identité, à cette idée qu'ils sont ceux qui luttent contre la tyrannie, parce que c'est la seule identité qu'ils possèdent. Ils ont failli à leur peuple. Ils ont négligé d'investir dans leur pays pendant des décennies. Ce sont les partis de l'establishment. Qu'ils soient conservateurs ou libéraux, ils ont tous échoué. Et c'est pour cela que l'on observe ce désir chez tant d'Européens. Et on pourrait en dire autant ailleurs. Nous en avons parlé la semaine dernière avec Madame Donny à New York, ou peu importe, même Donald Trump, à propos des raisons pour lesquelles les Américains ou les Européens cherchent autre chose, n'importe quoi, qui puisse offrir un peu de répit face à cet établissement corrompu qui nous a ruinés. Vous savez, c'est tout de même stupéfiant que l'Union européenne, qui du point de vue américain, ou selon notre manière de penser l'Europe, serait censée être plus évoluée ou plus sophistiquée, moins intéressée par la guerre et davantage tournée vers le bien-être de sa population, en gérant leurs États-providence, comme nous les appelons ici de manière moqueuse aux États-Unis. Et la réalité, c'est qu'ils ne le sont pas. Ils ne l'ont jamais été. Ils ont appliqué des politiques néolibérales qui ont ruiné l'Europe, tout comme elles ont ruiné les États-Unis. Et il n'y a aucune fin en vue. En fait, c'est encore pire, car l'extension de ces politiques néolibérales conduit au militarisme. Et vous savez, c'est ce à quoi il faut s'attendre, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est ainsi que fonctionne l'empire. Un empire capitaliste finit par se dévorer lui-même lorsque les ressources des autres régions ne peuvent plus être consommées. Et c'est essentiellement ce que nous avons ici. Les États-Unis et l'Europe se consument eux-mêmes pour nourrir l'empire, pour alimenter ses ambitions impériales. Et je vais simplement dire ceci, il n'y aura pas de pénurie de sujets dont toi et moi, et tous ceux qui passent dans ton émission, pourront parler, car cet état d'esprit, cette frénésie, cette folie, rien ne peut l'arrêter. Ils n'y renonceront même pas, même si les sondages le montrent. Il suffit de regarder le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Il est évident que le public rejette ce militarisme, rejette les politiques néolibérales, la corruption de l'establishment au cours des dernières décennies. Et pourtant, ils n'y renoncent toujours pas. Ils n'y renoncent toujours pas. Oui, exactement. Tu sais, ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'ils s'inquiétaient de l'Allemagne. Voici ce qu'un journaliste politique a dit. La volonté de l'Allemagne de devenir la puissance militaire dominante en Europe suscite des inquiétudes en France. Tu vois, ils avancent l'argument suivant. Si l'Allemagne reconstruit son armée, alors nous devons faire quelque chose de plus grand que l'Allemagne, parce que ce serait la norme. D'accord. C'est la mauvaise voie. C'est la fin. Pour eh bien, tu sais, l'économie de l'Allemagne a été détruite par la guerre en Ukraine. Et personne ne s'en préoccupe. Ils affirment qu'il faut construire une armée plus puissante. C'est pour ça que nous avons... Qu'est-ce que c'est, Matt? Tu sais, je ne sais pas quelle était l'idée de l'Union européenne. C'était, comme l'a dit Paul Craig Roberts, que les États-Unis voulaient d'une certaine manière contrôler l'Europe. Ou bien, ils pensaient pouvoir parvenir à une sorte d'entente. Tu sais, l'histoire de l'Europe est pleine de guerres, Matt. Ils se sont combattus pendant de très nombreuses années. Et il semble que la guerre en Ukraine ne fasse que raviver ce qui était la réalité de l'Europe dans l'histoire. Oui, c'est vraiment incroyable. Je pense que l'Union européenne, comme les Nations unies et d'autres institutions, accords et initiatives internationales, est née d'aspirations nobles, des ruines de la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, plus de 50 millions de personnes ont été tuées. Des nations entières ont été détruites, littéralement réduites en cendres.
Et l'idée, c'était qu'il fallait s'unir, qu'il fallait travailler ensemble, qu'on ne pouvait pas permettre que les divisions persistent. Enfin, vous savez, je repense à ce que disait T.H. White. Le destin de l'humanité, c'est l'unité. Sinon, on finira dans les arbres à se jeter des excréments comme des singes. Et vous savez, c'est bien ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mais nous voilà, cette génération de dirigeants politiques. Et ce n'est pas quelque chose de récent. Je veux dire, ça commence directement avec les Britanniques. Il suffit de remonter à Thatcher. Oui, je veux dire, le désir d'utiliser l'État pour assurer la continuité du statu quo au profit de la classe dirigeante. Ce n'est pas une surprise. Mais le fait que cela se produise, alors que la destruction de la Seconde Guerre mondiale est encore dans les mémoires, reste choquant. C'est toujours quelque chose qui te fait dire « Waouh, les Européens tournent le dos à ce qui est encore dans la mémoire vivante. » Et c'est bien ce qu'ils font. Cette militarisation, ce militarisme, cette voie ne mène qu'à la destruction. Leur propre histoire l'a montré. Alors, que Dieu les aide et que Dieu nous aide tous, car il ne semble pas y avoir d'échappatoire à cela, sauf par le désespoir du public, des citoyens, qui se tournent vers des groupes comme Réforme ou l'AfD. Et nous savons aussi où cela mène. Quand on commence à s'orienter vers un populisme réactionnaire, beaucoup de gens en souffrent. Les choses n'avancent pas. On recule. Et cela nourrit les pires instincts de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Cela efface tout ce que nous avons accompli. Tout ce pourquoi nous avons progressé, tout ce pourquoi nous nous sommes battus, est effacé lorsque nous adoptons le populisme réactionnaire. Donc, je veux dire, nous en sommes là, un peu comme ce que je décrivais à propos de l'Ukraine, où les issues que nous pouvons prévoir sont terribles. Je pense qu'il en va de même pour l'Europe. Les issues sont soit la ruine par le militarisme, parce que la classe dirigeante a peur d'abandonner le statu quo, soit la ruine par le populisme réactionnaire et la poursuite de cette voie. Et vous savez, les exemples historiques de cela ne manquent pas. Nous pourrions aussi parler des États-Unis, car je pense qu'il y a un dicton. Les États-Unis sont différents à certains égards. Mais je ne suis pas optimiste pour les États-Unis non plus. I'm not optimistic about the US either. We had Al-Jolani al-Shara coming to the United States. Nous avons eu Al-Jolani al-Shara, qui est venu aux États-Unis, et il est passé sur Fox News. Il est allé sur Fox News, a donné une interview, et on l'a interrogé sur son passé, et il n'a rien regretté. Il a dit « J'avais 19 ans le 11 septembre ». Matt, en ce qui concerne Al-Shara al-Jolani, il semble qu'il répète les mêmes erreurs encore et encore. Est-ce le même cas? Penses-tu que ça va se retourner contre ceux qui essaient de faire bouger les choses en Syrie? Parce que je ne vois pas. Ce type n'est pas capable de faire quoi que ce soit sans la Turquie derrière lui. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo où Robert Ford parle de la façon dont Al-Jolani a été préparé pour son poste en Syrie. Il a été appelé par, tu sais, Monsieur Isaacs, pour le préparer, pour lui enseigner. Je ne sais pas en quoi consistait ce processus, mais il semble qu'il ait appris quelque chose d'une manière ou d'une autre. Pourtant, il ne l'est pas, parce que s'il était intelligent, il dirait « Je regrette ce que j'ai fait auparavant, ces activités horribles ». Mais il n'a rien dit de tel. Oui, il doit faire attention, Al-Jolani. Sa base reste Al-Qaïda. Il ne se désigne pas ainsi, mais c'est leur vision du monde. C'est pour cela qu'ils se sont battus, beaucoup d'entre eux, pendant des décennies, tout comme lui. Donc je pense qu'ils accepteront sa présence auprès de Vladimir Poutine ou de Donald Trump. Ils comprennent la réelle politique, la nécessité de le faire. Mais il y a certaines limites qu'il ne peut pas franchir, certaines transgressions qu'il ne peut pas commettre sans craindre de perdre le soutien de son peuple, de cette base djihadiste, de cette base Al-Qaïda, de cette base révolutionnaire.
Je ne... Oui, ta question, Nima, sur le fait de savoir si cela va exploser comme tant d'autres entreprises américaines, que ce soit notre homme à Saigon, notre homme a, tu sais, choisi l'endroit. Donc maintenant notre homme à Damas. Je ne pense pas que cela explose et affecte les Américains d'un point de vue stratégique, si ce n'est par l'instabilité persistante dans tout le Moyen-Orient. Et bien sûr, par l'érosion continue de la confiance du peuple américain envers son gouvernement. Tu sais, mais ça c'est une histoire qui se répète. C'est un récit durable à ce stade. Ainsi, pour que le gouvernement des États-Unis s'aligne sur le chef d'Al-Qaïda, Shara ou Al-Jolani, peu importe comment on l'appelle, c'est ainsi qu'il fonctionne. C'est ainsi que la machine avance. Cela a du sens. Quelles sont les autres options pour eux? Je veux dire, toi, moi et les gens qui regardent, nous pouvons imaginer une centaine d'alternatives, plutôt que de placer au pouvoir, puis de maintenir au pouvoir, Al-Qaïda à Damas. Surtout avec notre expérience de plusieurs décennies à gérer les conséquences de cela, que ce soit en Afghanistan, en Irak, ou face à la réalité de l'État islamique dans le monde. Vous savez, maintenant on parle d'aller combattre Boko Haram ou l'État islamique en Afrique de l'Ouest et au Nigeria. Je veux dire, mais l'homme qui dirige Al-Qaïda à Damas se présente à la Maison-Blanche pour le 250e anniversaire du corps des marines des États-Unis. Et c'est exactement ainsi que fonctionne l'Empire. C'est la réalité de l'Empire américain. C'est ce qui accompagne la bureaucratie impériale et tous ses mécanismes et rouages. Sa réalité. Donc, oui, je veux dire, ça pourrait certainement exploser pour les Américains. Leur compréhension, c'est que c'est notre homme, il va travailler avec nous. Il doit être très prudent. Il peut faire référence, c'était Daoud, le premier ministre d'Afghanistan qui a renversé le roi, mais qui à un moment donné a essayé de jouer à la fois avec les Soviétiques et les Américains. Il disait « j'allume mes cigarettes américaines avec un briquet soviétique ». Vous savez, on a vu ce qui s'est passé. Je veux dire, des décennies plus tard. Regardez encore l'Afghanistan. Donc Jolani doit faire attention à ne pas essayer de plaire à deux patrons. Et je ne devrais même pas dire deux, parce qu'il y a les Turcs, les Russes, les Qataris, les Américains. Puis la question avec les Israéliens, la question avec les Kurdes, la résistance des Druzes, des Alaouites, des chrétiens. Je veux dire, c'est un vrai désastre, faute de meilleurs mots, qui pourrait exploser, tout comme il a explosé il y a 14 ans. Donc, vous savez, c'est aussi remarquable, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, qu'on essaie de l'expliquer, dans ma tête, je pense au Liban, je pense à l'Irak, je pense au Yémen, je pense, eh bien, sans même parler de la Palestine, vous savez, à la réalité des Kurdes en Turquie et en Iran, à quel point la région est complexe, et comment on ne peut pas raconter une seule histoire sans devoir faire allusion à, mentionner ou ajouter un astérisque pour expliquer toutes les autres histoires. Vous savez, le Liban, je veux dire la réalité de ce qui s'y passe depuis des décennies, mais surtout depuis un an environ. Les gens ont probablement lu que les Israéliens construisent des murs dans le sud du Liban. Donc bien sûr, on a ces États qui se heurtent, ces pays qui se chevauchent. Et qu'est-ce qui va en découler? L'histoire nous dit que cela finira par exploser. Qu'un tel niveau de friction entre des États aux intérêts concurrents est forcément source d'étincelles. Cela va être explosif et cela mènera à une déflagration. Donc oui, ceux qui disent que ce que nous avons vu au Moyen-Orient ces 2 dernières années n'est que le premier chapitre ont probablement raison. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Je suis tout à fait d'accord pour dire que, quelle que soit cette idée de normalisation avec l'Arabie saoudite qui pourrait se concrétiser, ou d'un pacte de défense américain avec l'Arabie saoudite, et tout le reste,
en ce qui concerne la coopération entre les Israéliens et les armées qataries, émiraties et saoudiennes à certains moments. Très bien. Les classes dirigeantes de ces pays, les despotes au pouvoir, n'est-ce pas? Les génocidaires au pouvoir. Ils s'entendent bien. Quelle surprise. Vous savez, c'est à ces niveaux inférieurs que pourrait à nouveau surgir cette explosion qui donnera la substance de l'histoire, qui constituera la majeure partie des chapitres des livres d'histoire sur l'époque que nous vivons. Matt, quelle est ta compréhension de la nouvelle base aérienne près de Damas, où Donald Trump veut envoyer des troupes? Et quelle en est la raison? Vont-ils y installer, je ne sais pas, des systèmes de défense aérienne ou... Défendre Israël s'il se passe quelque chose entre l'Iran et Israël. Il est tout à fait possible que cela en fasse partie, non? Peut-être qu'en regardant en arrière sur l'année écoulée et les affrontements entre l'Iran et Israël, ils ont constaté qu'il y avait une lacune et se sont dit « Nous devons combler cette lacune ». C'est possible, je ne sais pas, ce n'est qu'une supposition. À quoi ressemblerait cette base? Quel en serait l'objectif? Encore une fois, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. Les rapports indiquent qu'ils y ont fait atterrir des avions pour tester les pistes. Eh bien, d'accord. Ça signifie, vous savez, qu'en même temps, les Américains ne voudront pas d'une base qu'ils ne peuvent pas rendre autonome, sans parler d'en effectuer la rétrogradation ou de s'en retirer s'ils en ont vraiment besoin. Donc l'idée qu'ils fassent atterrir des C-130 sur cette base près de Damas peut n'avoir qu'une raison logistique, juste pour voir s'ils en sont capables. Ou bien, cela peut être, vous savez, cette idée selon laquelle, oui, nous voulons en fait une véritable base aérienne à côté de Damas. Enfin, je ne sais pas. Vous savez, il y a aussi des rapports selon lesquels les États-Unis vont construire une base à la frontière de Gaza. Ceux qui avaient sur leur carte de bingo Donald Trump en véritable isolationniste ou les États-Unis abandonnant le Moyen-Orient, eh bien, cela ne semble pas très exact. Cette carte n'a rien gagné. Vous savez, ce n'est pas ce qui se passe ici, comme vous pouvez le voir. Et vous savez, c'est ce que fait un empire. C'est ce que, encore une fois, peu importe en quoi la vision de Trump pour les États-Unis diffère, en quoi l'empire américain diffère de celui de Biden, d'Obama, de Bush, de Clinton et ainsi de suite, dans sa nécessité de préserver les États-Unis comme seul empire, n'est-ce pas? Comme seule superpuissance, comme puissance unipolaire, l'hégémonie américaine. Autant cela diffère, Trump, je pense, comprend correctement que nous vivons déjà dans un monde multipolaire et que nous devons évoluer, nous devons nous adapter. Nous devons réinventer ou réimaginer l'empire américain, non seulement pour réussir, mais pour l'emporter dans ce nouveau monde. Eh bien, cela signifie encore que l'empire américain a besoin de territoire. Cela signifie du terrain. Mais cela ne veut pas dire qu'il va tout occuper simplement parce qu'il y a droit, n'est-ce pas? C'est ainsi que ses prédécesseurs le voyaient, en quelque sorte. Donc encore une fois, cette idée d'étendre la présence militaire en Syrie, à la frontière entre Israël et Gaza, ou plutôt dans le territoire occupé là-bas, intervient au moment même où les États-Unis retirent des troupes du nord-est de la Syrie ou déplacent des troupes de la base aérienne d'Al-Assad dans la province d'Anbar, en Irak, vers Erbil, n'est-ce pas? C'est la réalité, je pense, du monde, la carte, l'échiquier, si l'on veut, où les pièces doivent être réarrangées. Nous avons un ordre mondial beaucoup plus flexible, plus malléable, auquel les États-Unis ne doivent pas seulement réagir, mais s'adapter, et pas seulement être réactifs, mais aussi proactifs. Et c'est une pilule difficile à avaler pour de nombreuses élites et acteurs de la politique étrangère américaine. La plupart des membres de l'establishment de la politique étrangère américaine sont des adeptes ou des disciples d'Henry Kissinger et de Zbigniew Brzezinski. Ils considèrent le monde comme un échiquier. Je viens d'y faire référence,
Je ne le vois même pas ainsi. Je l'ai simplement utilisé, n'est-ce pas? Vous savez, cette idée selon laquelle nous abandonnons, et aussi toute la doctrine de la suprématie américaine, en particulier depuis la fin de la guerre froide, selon laquelle toute menace doit être éliminée, qu'il ne peut y avoir aucun défi à la suprématie ou à l'hégémonie américaine. Il ne peut y avoir aucun défi à la suprématie américaine. Eh bien, nous renonçons à cela. Mais en réalité, nous n'y renonçons pas vraiment. Ce n'est en aucun cas un repli américain. C'est une réinvention et une réimagination, une réorganisation de l'Empire américain, afin de garantir que l'Empire américain domine à l'avenir et qu'il ne soit pas simplement l'un parmi d'autres empires. Et cela, vous savez, revient à accorder beaucoup de crédit. C'est tenter de discerner une certaine méthode dans la folie de la politique étrangère de Trump. Essayer d'y voir une grande stratégie, ce que je pense être effectivement le cas. Et d'autres commentateurs disent des choses similaires, vous savez. Mais il y a aussi toujours la réalité de la politique de Trump, qui dépend de son humeur du jour. Elle reste guidée par ses rancunes personnelles, toujours déterminée par ses désirs. Donc voilà, je vais envoyer 40 milliards de dollars à l'Argentine pour aider mon ami Milei à gagner l'élection. Ou, je vais imposer des tarifs au Brésil parce qu'ils ont mis mon ami Bolsonaro en prison. Ou encore, je veux gagner le prix Nobel de la paix, donc je vais forcer Netanyahou à faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout cela. Et les idéologues sont toujours là. Rubio, Waltz, vous savez tous les autres, Scott, DeSantis, toutes les autres figures qui dirigent le gouvernement américain. Oui, je veux dire, il y a tous ces autres facteurs encore en jeu. Stephen Miller, tu vois? Je veux dire tous ces autres facteurs en jeu. Et Stephen Miller est tellement important, Matt. C'est un personnage tellement influent et important au sein de l'administration Trump. Il l'est vraiment. Je veux dire, je ne peux pas citer un seul ancien conseiller à la sécurité intérieure. Je crois que Susan Rice l'a peut-être été, ou quelqu'un comme ça à un moment donné, mais ce n'était jamais quelque chose d'important, et certainement pas du même rang que le conseiller à la sécurité nationale, ce que Stephen Miller semble essentiellement être. Il semble être, en tant que conseiller à la sécurité intérieure, l'égal du conseiller à la sécurité nationale. Tu vois, c'est stupéfiant. C'est un véritable changement dans la politique américaine. Un véritable changement dans la manière dont les États-Unis élaborent et appliquent leur politique. Et Stephen Miller est tellement, tellement important. Ce n'est pas seulement lui qui dirige et contrôle l'esprit derrière ce pogrom criminel et anticonstitutionnel contre les migrants aux États-Unis, qui entraîne également les passages à tabac, l'humiliation, l'arrestation et la détention de citoyens américains et de résidents légaux. Ce n'est d'ailleurs pas sa seule activité, n'est-ce pas? Je veux dire, il est aussi pleinement impliqué dans des opérations en Amérique latine. C'est autant son affaire que celle de Rubio. Donc oui, l'importance de Miller, on ne peut pas, vous savez, on doit continuer à le rappeler. Oui, Matt, avant de conclure, en regardant la situation au Moyen-Orient et Donald Trump, avant de venir à l'antenne, nous parlions des dossiers Epstein. Et comme on le voit, les nouveaux documents montrent que le nom de Donald Trump y apparaît partout. Il parle de Donald Trump. Mais beaucoup de gens disaient que peut-être l'une des raisons pour lesquelles il soutient Netanyahou, c'est à cause des dossiers Epstein. Mais aujourd'hui, nous avons appris que Donald Trump a envoyé une lettre au président d'Israël pour gracier Netanyahou. Pourquoi tient-il tant à soutenir Netanyahou? Qu'est-ce qu'il espère obtenir de lui qui le rend si insistant sur cette grâce? Parce que, lors de sa visite à la Knesset, il demandait déjà cela au président d'Israël. Et maintenant, il semble vouloir officialiser la démarche en envoyant cette lettre. À ton avis, de quoi s'agit-il exactement?
Oui, eh bien, je pense qu'il y a là une forme de parenté. Il voit en Netanyahou le même type de personne que lui. Il y a cette réalité selon laquelle Donald Trump accorde de la valeur aux relations. Il leur donne une grande importance. Bien sûr, il abandonnera des gens si nécessaire. Mais vous savez, je pense qu'il y a aussi l'influence de Miriam Adelson. Elle et son défunt mari ont donné environ un demi-milliard de dollars aux campagnes de Donald Trump et aux campagnes républicaines au cours de la dernière décennie. Elle envisage de donner 20 millions de dollars pour vaincre Tom Massey, le grand libertarien du Kentucky, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a, je pense, des aspects plus sombres ou plus transactionnels à tout cela. Je pense que Donald Trump considère toute autre personne au pouvoir en Israël comme moins fiable que Netanyahou. Et je sais que cela semble paradoxal. Ça semble complètement fou. Mais je pense que sa vision du plan Trump-Riviera pour Gaza nécessite que Netanyahou reste au pouvoir. Si l'on regarde la manière dont les Américains avancent dans leurs efforts en Palestine et en Israël, c'est à travers Stephen Witkoff et Jared Kushner, le copain de Trump dans l'immobilier et son gendre. C'est quelque chose de très personnel pour lui. Donc je pense que l'idée, faute de meilleurs termes, c'est qu'ils obtiennent sa part. Ce qu'il considère comme son tribut, son butin, son gain tiré de la Palestine, en récompense de ses efforts pour mettre fin à 3000 ans de guerre, comme il l'a, tu sais, faussement et à tort décrit dans cette lettre à Herzog. Je pense donc que beaucoup de ces éléments s'entremêlent, le conduisant à voir Netanyahou comme quelqu'un qu'il doit sauver. Je pense aussi qu'il y voit peut-être un moyen d'accroître son influence sur Netanyahou. Mais vous savez, il considère souvent les relations comme une priorité. Encore une fois, nous venons d'évoquer Milei, nous venons d'évoquer Bolsonaro, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est la même chose pour Trump. Il aime l'idée d'entretenir ses relations bilatérales, d'avoir ses liens avec d'autres dirigeants. Et cela se voit dans la manière dont il se montre si affectueux envers d'autres dirigeants, même ceux avec lesquels il n'est pas d'accord, avec lesquels il ne partage pas de vision commune ou qu'il a déjà critiqué. Il se montre très élogieux à leur égard, surtout lorsqu'il est en leur présence. Et il y en a d'autres aussi, qui, je pense, partagent sa vision du monde. Viktor Orban en est un. Je crois vraiment que Trump l'admire. Même en Asie, que ce soit les Chinois ou les Nord-Coréens, je pense qu'il éprouve une certaine affection pour leur manière de gouverner. Il souhaite que lui-même, eh bien, je sais que cela rejoint certains des arguments du Parti démocrate maintenant, mais je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Il aimerait ne pas avoir les contraintes d'une république démocratique. Non pas qu'il s'en soucie, qu'il les apprécie ou qu'il leur montre du respect, mais je pense qu'il aimerait ne pas avoir les limites qu'il a. Je ne devrais pas dire « aimerait », je pense que nous le savons déjà. Donc je pense que c'est en partie pour cela que vous avez vu aujourd'hui cette lettre de Netanyahou à Herzog, disant « Hé, arrête cette guerre judiciaire contre mon ami Netanyahou ». Encore une fois, il se voit dans la peau de Netanyahou. Et peut-être croit-il vraiment que Netanyahou a été piégé, que tout cela est truqué, que c'est semblable à la chasse aux sorcières, comme il l'a décrit, qu'il a subi ces dernières années. Oui, en fait, il a dit ça à J.D. Vance. Tu te souviens? Il parlait du moment où il posait des questions aux gens autour du président de la Chine. Il interrogeait le vice-président, je crois, et aucun d'eux ne répondait à Donald Trump. Il a dit, mais si quelqu'un me posait une question, J.D. Vance interviendrait et répondrait à la question. D'accord, d'accord. J.D., tu dois être plus comme les Chinois, tu sais. C'est la réalité. Je pense qu'il ressent vraiment le besoin d'être aussi puissant, tu vois. Il n'aime pas que les gens brillent autour de lui.
No, no, and I'll say this too. I don't know if have you seen Non, non. the film? Et je vais te dire ceci, John. As-tu vu le film sur sa jeunesse, The Apprentice? I thought was an excellent movie. J'ai trouvé que c'était un excellent film. Je ne suis en aucun cas un biographe de Donald Trump, mais j'ai grandi en banlieue de New York. Je connais ce type depuis toujours. J'ai trouvé que la représentation de Donald Trump dans ce film, The Apprentice, l'expliquait très bien. Après l'avoir regardé, j'ai eu le sentiment de mieux comprendre l'homme et sa façon de prendre des décisions qu'auparavant. Cela montre aussi que son patriotisme, si l'on peut dire, n'est pas opportuniste. Ce n'est pas quelque chose qu'il a développé lorsqu'il a décidé de se présenter à la présidence. C'est quelque chose qu'il avait déjà dans la vingtaine, quand il parlait du fait que les Japonais nous roulaient, qu'ils profitaient de nous. Pourquoi nous plions-nous devant ces nations? Et ainsi de suite. Vous savez, c'est une conviction qu'il a depuis longtemps. Cela décrit aussi ses relations, à quel point elles peuvent être importantes pour lui, mais aussi la facilité avec laquelle il peut se retourner contre les gens. J'encourage donc les gens à regarder ce film, The Apprentice, s'ils ne l'ont pas encore vu. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé que c'était une très bonne explication de Donald Trump en tant qu'homme, de sa vision du monde et des raisons pour lesquelles il prend ses décisions de cette manière. Oui, merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. Grand plaisir. Merci. Merci.